D'abord, effectivement, merci à la préfecture, à monsieur le préfet, d'ouvrir ces locaux à nous pour cette table ronde. Je pense que c'est un signe important que cette table ronde autour des littératures européennes aura lieu ici, parce que c'est un signe fort que l'État français reste ouvert vers le monde et pas que vers ses voisins, mais aussi, et c'est là où on va se tourner pendant cette table ronde, pendant cette année, le Goethe-Institut est toujours un partenaire fidèle. On va se tourner vers les littératures du Sud. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich, dass Sie ein bisschen Fremdsprachen, fremde Sprachen hören werden. Und Sie wundern sich jetzt, warum ich auf Deutsch spreche. Et là, vous dites, oh là là, pourquoi est-ce que le Goethe-Institut parle encore en allemand? Effectivement, ça c'est la première de notre tâche, promotion de la langue allemande. Donc j'ai coché cette case-là. Et maintenant, je peux me concentrer sur le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est-à-dire l'échange interculturel qui nous tient tellement à cœur. Permettez-moi juste 2-3 mots pour commencer cette table ronde. Effectivement, j'ai accepté avec grand plaisir la tâche d'accompagner toujours et d'être un partenaire, que le Goethe-Institut soit un partenaire de cette table ronde, même s'il n'y a pas d'auteur allemand. Parce que, heureusement, notre mission va au-delà, c'est-à-dire la promotion, certes, de la culture germanophone, mais notamment et surtout d'un échange interculturel à l'échelle européenne. Et je pense si notre regard se tourne vers l'Europe du Sud, c'est justifié, c'est important, parce que aujourd'hui, actuellement, surtout dans nos deux pays, l'Allemagne, la France, on s'inquiète beaucoup pour le Brexit. On a tendance de penser qu'il y a un centre de l'Europe, il y a une sorte de périphérie de l'Europe. Et c'est quelque chose, et c'est avec cette réflexion-là que j'aimerais bien ouvrir cette table ronde qui me dérange profondément. Parce que, et ça je pose comme question, peut-être ce n'est pas le centre de l'Europe et de ce qu'on croit être le centre de l'Europe qui définit l'Europe et nos valeurs et notre capacité de nous ouvrir et d'être solidaires. Mais peut-être le centre de l'Europe se trouve là où ce qu'on appelle aujourd'hui, et complètement injustifié, la périphérie. Et c'est de ça que j'aimerais bien parler avec les 3 auteurs qui m'entourent de manière magnifique. 3 pays qui éveillent en nous certains clichés, certaines images, certains romantismes, mais, et on le sait aussi, aujourd'hui font face à je déteste ce mot crise parce qu'on a l'impression qu'on est en crise depuis des années, mais font face avec ces histoires-là et avec leur passé à une actualité qui est une épreuve énorme. Et je pense si on arrive à faire ce tour-là aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup réussi. En tant que modérateur, il ne faut jamais trop parler en début. Donc je vais m'arrêter là. Et je vais présenter les 3 auteurs où je suis très content. Vous êtes là. Merci beaucoup. Willkommen. À ma droite, je suis très content d'accueillir Rea Galanaki, qui fait partie aujourd'hui, on peut le dire ainsi, des voix les plus importantes de la littérature en Grèce. Croyez-moi, mes collègues du Goethe-Institut à Athènes ont confirmé ce constat-là. Et effectivement, ça serait beaucoup trop de maintenant citer tous ces prix. Peut-être juste très brièvement, elle a fait des études d'histoire et d'archéologie à l'université d'Athènes. Et puis maintenant, dispose d'un œuvre déjà qui consiste en romans, des histoires, des histoires courtes, des essais, mais aussi des poèmes. Beaucoup de sujets qui sont abordés dans son œuvre, peut-être juste pour évoquer un peu toute la gamme que vous retrouvez dans cela, c'est-à-dire cette thématique des identités doubles, la féminité, mais aussi, et c'est ça ce dont parle son roman qui paraîtra dans l'édition Galade, l'ultime humiliation, c'est-à-dire l'Athènes d'aujourd'hui. L'Athènes en guerre, mais aussi une Athènes où les individus essayent de survivre avec tout ce passé et tout ce
toute cette poésie qu'ils essayent de préserver face à des conditions vraiment très très difficiles. Ça c'est Rea Galenaki. Willkommen. Schön, dass Sie da sind. To my left. Davide, Enya. I'm sorry, Davide. I'm Nicholas. Let's. David Enya c'est d'abord surtout un homme de théâtre, donc dramaturge, acteur, metteur en scène, mais qui a publié déjà il y a quelques années un roman absolument magnifique qui vient de paraître dans les éditions Albin Michel, qui s'appelle Sur cette terre comme au ciel, et on en parlera comme les 3 autres romans de ce livre-là, qui parle d'une histoire de 3 générations à Palerme. 3 générations d'une famille modeste, d'un fils qui aspire d'être boxeur et qui est entouré de personnages forts, comme on les imagine à Palerme, et qui ont énormément d'histoires à raconter, et où aussi parfois les brutalités de la vie sont toujours encadrées avec cet esprit de famille, d'amitié, qui, à mon avis, fait aussi le point qui est très très touchant dans ce roman. Et, last but not least, bonjour, José Carlos Llop. Ça va? J'ai prononcé ça de manière pour un Allemand, ça va? Ok. Donc, romancier, poète, journaliste et bibliothécaire. C'est vrai? Aussi bibliothèque? Et José Carlos Llop vit à Majorque. Ça fonctionne? Absolument. Tous les micros fonctionnent. Reçu lui aussi plusieurs prix et qui vient. Voilà, là aujourd'hui, on parlera de son dernier livre qui vient aussi paraître il y a 3 jours, je crois, aux éditions Jacqueline Chambon, qui s'appelle Solstice, et qui est un livre de petits récits, de 18 récits, qui tourne autour de l'enfance, de cette enfance que vous passez pendant les vacances d'été. Et avec un regard très doux et aussi parfois un peu mélancolique, j'ai l'impression. On en parlera? Non, n'est pas mélancolique ni nostalgique. Okay. Non. C'est la vision du monde de l'enfance sans l'écriture, sans la littérature. Oui. Comme mon monde sans la littérature, avant de la littérature, avant d'être écrivain. Ok. On en parlera. Et voilà. On va se jeter tout de suite dans les livres, je pense, parce que c'est pour ça on est là, c'est pour ça les auteurs sont là. Et du coup, j'aimerais bien commencer tout de suite avec Rea Galenaki. Moi, dans mon travail, on travaille beaucoup effectivement avec des auteurs et avec la littérature. Il y a quelque chose qui me plaît énormément, on vient d'en parler, c'est-à-dire cette capacité de lier des sorts des individus, vraiment au plan personnel, avec les grandes lignes politiques. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, cette littérature engagée aujourd'hui. Et c'est ce que vous avez réussi pleinement dans votre roman, L'ultime humiliation, qui parle... les 2 protagonistes, ce sont 2 femmes, 2 professeurs à la retraite qui vivent ensemble dans un foyer, Nymphe et Tirésia. Ah oui. Dites-nous en grec parce que c'est affreux. Qui vivent ensemble dans un foyer social, qui ont décidé de vivre ensemble aussi pour faire face, et qui ne sortent plus de ce foyer-là. Il y a c'est un peu comme au début dans une pièce de théâtre, tout se joue dans ce petit appartement. Donc il y a effectivement ces deux femmes à la retraite. Après, vous avez tout un éventail d'autres personnages. Il y a Catherine, une femme dont le mari est mort, qui ne savait pas s'en sortir, qui habite avec eux. Il y a une assistante sociale qui leur rend visite. Il y a une femme de ménage. Il
Yasmina qui est égyptienne avec un fils dont le père n'est pas connu. Et il y a d'autres personnages qui tournent autour de cet appartement. Et au bout d'un moment, aussi évidemment, il y a le fils d'une des deux femmes, Oreste, et un autre fils de cette femme Catherine. Et tout se joue dans cet appartement, dans ce foyer. Et d'un coup, les deux femmes, et c'est de ça que j'aimerais bien parler au début, n'arrivent plus et ne veulent plus rester dans cet appart-là parce qu'autour d'eux, c'est une Athènes en guerre. C'est une Athènes qui est tourmentée par des manifestations, par des affrontements entre l'extrême gauche et la police, l'extrême droite et la police, les agressions des étrangers. Il y a une Athènes que vous décrivez en guerre, et c'est avec ça, parce que c'est ça que je trouvais magnifique comme citation, et j'aimerais bien lire, si vous permettez, encore un peu plus. Mais cette Athènes, j'aimerais bien me tourner tout d'abord vers la ville. Vous dites, Athènes est au sens propre une tragédie. Et ça m'a tout de suite interpellé, et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous amène à faire ce constat-là, que Athènes est au sens propre une tragédie. Bonsoir. Merci que vous êtes venu. Λοιπόν, ακούγομαι. Αυτό το βιβλίο με δυσκόλεψε πάρα πολύ εσωτερικά να το γράψω. J'ai eu des difficultés à écrire ce livre sur le plan intérieur. Ça a été assez difficile, en fait. Γιατί πράγματι η χώρα μου περνούσε μία τραγωδία. Parce que mon pays était confronté à une véritable tragédie. Είναι πολύ επικίνδυνο για ένα συγγραφέα να γράφει για το παρόν. Il est très dangereux, enfin, c'est très difficile pour un écrivain d'écrire sur le présent de son pays. Και να το γράψει με τέτοιο τρόπο που να μπορέσει να ξεπεράσει το επίκαιρο και να γίνει λογοτεχνία, δηλαδή κάτι πέρα από το επίκαιρο. Il lui faut dépasser en fait l'actualité pour créer une œuvre littéraire. Et c'est ça qui est très difficile. Ναι. Επειδή η Αθήνα γέννησε την τραγωδία, Comme vous le savez, la tragédie est née à Athènes, est un genre qui est né à Athènes. και εγώ σε αυτό το βιβλίο έπαιξα πολύ με τους συμβολισμούς της Αθήνας. Et moi, j'ai beaucoup joué dans ce livre sur la symbolique d'Athènes, sur les différents symboles que représentait Athènes. Αντιμετώπισα τις μεγάλες διαδηλώσεις και την καταστροφή της Αθήνας σαν μια νέα τραγωδία που συμβαίνει στην πόλη. À l'époque, Athènes était confrontée à des manifestations quasi quotidiennes et Athènes était véritablement détruite, le centre d'Athènes était détruit et pour moi c'était une tragédie des temps modernes. Όλο το βιβλίο έχει μια θεατρικότητα ακριβώς γι' αυτό. Il y a une théâtralité en quelque sorte dans ce livre, précisément pour cette raison-là. Γιατί ακριβώς η τραγωδία παίζεται στους δρόμους κυρίως. Είναι υπαίθρια, όπως το λέμε. La tragédie se joue dans les rues en quelque sorte et pour moi Athènes était une scène de tragédie à ciel ouvert. Και έτσι προσπάθησα να δω το τι συνέβαινε στους δρόμους της Αθήνας. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait dans les rues d'Athènes, ces manifestations, ces heurts, ces incendies. Athènes était brûlée, des bâtiments étaient brûlés. Αλλά ακόμα και τη ζωή των αστέγων, γιατί αυτές οι γυναίκες χάνονται και καταλήγουν να ζουν με τους άστεγους για καιρό. Mais j'ai essayé aussi de comprendre la vie des sans-abri, car mes deux personnages principaux deviennent elles-mêmes des sans-abri. Elles se perdent dans Athènes et elles se transforment en sans-abri. Κατά βάθος ήταν ένα ερώτημα για το τι είναι σήμερα ο πολιτισμός. Et j'essaie de me poser la question suivante, qu'est-ce que la civilisation aujourd'hui, en mettant en scène ces deux personnages? Κατά πόσον έχουμε δικαίωμα να καταστρέφουμε ένα πολιτισμό. Est-ce qu'on a le droit de détruire une culture en détruisant des bâtiments, en incendiant des bâtiments publics, par exemple? Ces deux personnages m'ont un peu bouleversé. Ça m'a beaucoup impressionné. Parlez-vous comment vous avez... parce que peut-être
peut-être je commence avec une autre citation pour expliquer cette transition qui est magnifiquement réussie dans ce livre. Chacun représentait sa tragédie personnelle qui se transformait aussitôt en tragédie dans cette ville associée son retour au genre tragique. Et ces deux femmes, effectivement, font face à cette tragédie personnelle. Et j'aimerais bien savoir, quand vous avez réfléchi comment est-ce que à construire ces deux personnages, pourquoi ces deux femmes... Est-ce que c'était votre volonté vraiment de rendre compte de cette tragédie personnelle en mettant ensemble ces deux caractères? Vous allez voir si vous allez le livre, ces deux femmes, ces deux anciens professeurs qui vivent ensemble, c'est absolument magnifique. C'est aussi avec beaucoup de douceur et très drôle, mais aussi très tragique. Et j'aimerais bien savoir d'où est née cette idée des deux femmes. Για μένα, αυτές οι δύο γυναίκες αντιπροσωπεύουν τη μεσαία τάξη, τη μορφωμένη και τίμια μεσαία τάξη. Pour moi, ces deux femmes, en fait, représentent la classe moyenne, mais la classe moyenne cultivée, la classe moyenne honnête. Είναι αυτή που έχει πάθει τη μεγαλύτερη καταστροφή. C'est elle qui a été le plus touchée, la classe moyenne, par la crise grecque. Θα πω ακόμα ότι στη λογοτεχνία, στο μυθιστόρημα, όλα συμβαίνουν, δηλαδή η σχέση ιδιωτικού και δημόσιου γίνεται μέσα από οικογενειακές ιστορίες. J'aimerais vous dire également que le collectif et le singulier dans l'univers romanesque se passe, généralement cette union se passe dans le cadre familial. Γι' αυτό έβαλα αυτές τις δύο γυναίκες, η μία, και μέσα από αυτές έβαλα ιστορίες του παρελθόντος, έβαλα τη δική μας εξέγερση στα χρόνια της δικτατορίας και το διάλογο ανάμεσα σε δύο εξεγέρσεις. Et en mettant en scène ces deux femmes, j'ai pu parler du passé de la Grèce, j'ai pu parler en particulier de la génération de l'école polytechnique qui s'était opposée à la dictature des colonels, et j'ai pu également évoquer l'actuelle génération, la génération de la crise grecque. Et ça, pour moi, c'était un thème très récurrent. Est-ce que l'histoire se répète ou pas? Et est-ce qu'on peut changer le cours de l'histoire? C'est le fils de Tirésia, Oreste, qui se pose cette question-là. Et permettez-moi là aussi, parce que je trouve c'est important d'entendre aussi un peu ce livre. Je sais que vous n'avez pas trop l'habitude pendant les discussions en France, mais j'aimerais bien lire encore un petit passage pour rendre compte de ça. Pendant une manifestation, il y a une sorte de dialogue de loin du fils Oreste, anarchiste, engagé dans les manifestations, violent, qui, sachant que sa mère est aussi dans cette rue-là, s'adresse à elle dans sa tête et qui demande « Mère, qu'est-ce que donc la culture ?» Ainsi formulée, cette question lui sembla, lui, Oreste, lui sembla fausse et rhétorique, mais de telles questions, simples et peut-être insolubles, requiert aussi bien une maîtrise de l'éloquence qu'un sens aigu de la flagornerie. Et dis-moi, qu'est-ce qu'un soulèvement, poursuivit-il d'un ton plus sérieux? Est-il possible que le présent ne diffère pas du passé? Et si l'histoire ne se répète pas, comme tu me l'as appris, alors ni les protestations, ni les insurrections ne sont jamais tout à fait les mêmes. C'est bien cela, mère? Je suis désolé de vandaliser votre belle langue avec mon accent allemand, mais c'est pour savoir, parce que ça, je trouve une question importante, parce qu'il y a souvent question de cette école polytechnique où il y a un soulèvement dans les années 60. Et cette pensée, est-ce qu'on peut changer quelque chose ou est-ce que ça se répète en Grèce, cette tragédie éternelle en Grèce? Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε. Πολύ δύσκολο, γιατί η ιστορία διδάχει μόνο αυτόν που θέλει να διδαχτεί από αυτήν. Il est très difficile de changer le cours de l'histoire parce qu'en fait, on apprend de l'histoire uniquement si l'on veut en apprendre quelque chose. Υπάρχουν ερμηνείες του ιστορικού γεγονότος. On interprète l'histoire un petit peu comme on veut. Και αυτό είναι κακό για την κοινωνία, αλλά χρήσιμο για τη λογοτεχνία. C'est mauvais pour la société, mais c'est très bon pour la littérature. Γιατί μπορεί να δώσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Parce que littérairement, c'est bien évidemment intéressant.
Ας θυμηθούμε ότι ο γιος της τρίτης γυναίκας που καθαρίζει το σπίτι είναι μέλος του ναζιστικού κόμματος και βρίσκεται και αυτός στις διαδηλώσεις. Il faut rappeler d'ailleurs que le fils d'un personnage féminin est lui-même membre de l'Aube dorée et qui participe en fait aux manifestations, mais du côté de l'extrême droite. Το ναζιστικό κόμμα. Oui, du parti néo-nazi, l'Aube dorée. Έτσι όλοι βρίσκονται στην Αθήνα. Donc tous ces personnages se retrouvent dans l'Athènes d'aujourd'hui, Ο καθένας με την προσωπική του ιστορία, et chacun avec son histoire personnelle. Ils se retrouvent confrontés les uns aux autres, ses idées, με τις ιδέες του. avec ses idées, avec ses propres idées, sa vision du monde. Και ασφαλώς η υπόθεση του βιβλίου εξελίσσεται πάνω σε αυτές τις αντιθέσεις. Et l'intrigue du livre suit les oppositions entre ces différents personnages. Να πω ακόμα θα ήθελα να πω ότι αφιέρωσα ένα κομμάτι που η πρωταγωνίστρια κατεβαίνει στον καμένο κινηματογράφο, ονειρεύεται ότι κατεβαίνει και βλέπει ένα έργο. J'aimerais vous dire également que j'ai consacré un chapitre à Theo Angelopoulos. Un des personnages féminins descend dans un cinéma qui a été incendié. Ναι, γιατί δουλέψαμε μαζί το τελευταίο του σενάριο. Parce que j'ai travaillé sur le dernier scénario de Theo Angelopoulos. Δυστυχώς σκοτώθηκε. Malheureusement, Theo Angelopoulos a été tué en janvier 2012. Ήμασταν φίλοι. Nous étions très amis. Και είναι ο άνθρωπος που μου έδειξε ότι μπορεί ο καλλιτέχνης να ασχοληθεί με το πολύ επίκαιρο. Et c'est l'artiste qui m'a montré que, enfin c'est l'homme qui m'a montré que l'artiste peut vraiment traiter l'actualité et en faire quelque chose d'artistique. Γιατί το τελευταίο του σενάριο αναφερόταν στη μετανάστευση που γίνεται στην Ελλάδα. Parce que son dernier film, qui est inachevé, traitait de l'immigration en Grèce. J'aimerais bien parler des hommes dans votre livre. Parce que sans vouloir tomber, et je promis, c'est difficile de ne pas tomber dans les clichés, mais je trouve ça fascinant parce que c'est un foyer, si vous voulez, de femmes. Il y a ces deux anciennes professeurs, ces professeurs à la retraite. Il y a cette femme de ménage égyptienne qui s'enfuit un peu chez eux. Il y a cette femme Catherine qui a dû chercher aussi un foyer après le mort de son mari, dont le fils Takis est cette membre des néo-nazis à Athènes. Et les hommes, le fils Il n'y a pas de femmes sans hommes. Non, mais Tirésia, son fils reste, mais j'ai l'impression les hommes dans ce livre, il y en a d'autres, ils sont un peu perdus. C'est un grand courage, c'est finalement l'amour et la discipline et la manière raisonnée de penser des femmes dans ce livre qui fait que il y a une sorte de bloc contre cet état chaotique. Όχι. Όχι. Υπάρχουν πρωταγωνιστές, δύο άνδρες, που είναι ο αναρχικός, ο extreme left, ας πούμε, και ο ναζί. Έτσι. Αυτοί είναι επί σκηνής. Non, il y a deux personnages très très importants. Il y a donc l'anarchiste, Oreste, donc, qui fait partie de l'extrême gauche, et puis il y a Takis, le néo-nazi. Οι άλλοι άνδρες υπάρχουν μέσα από τις ιστορίες και τις αναμνήσεις των γυναικών. Les autres hommes, les autres personnages masculins existent en fait dans le souvenir des femmes. Όπως συμβαίνει πολύ συχνά με τις ηλικιωμένες και μόνες γυναίκες. Ce qui se produit très souvent lorsqu'on met en scène des personnages de personnes âgées qui pensent à leur passé Που ζουν μόνες. et qui vivent toutes seules. Υπάρχει βέβαια, επίσης να πω ότι υπάρχει ο γιατρός. Et j'aimerais vous dire aussi qu'il y a un personnage de médecin, le patriarche. Πατριάρχος, που είναι πράγματι μέσα από αυτόν τον άνθρωπο και τον άνδρα της μιας διαπραγματεύουμε, ας πούμε, μια Ελλάδα που επαναστάτησε κάποτε, αλλά μετά διεφθάρει. Et par ce personnage, en fait, à travers ce personnage du patriarche, j'ai voulu incarner une Grèce qui avait résisté dans le passé, qui s'était opposée à la dictature, par exemple, mais qui, depuis, est devenue corrompue.
Το θέμα, ακούμε συχνά στην Ελλάδα ότι για όλα φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου, δηλαδή αυτοί που αντιστάθηκαν στη Χούντα. On entend très souvent dire aujourd'hui en Grèce que la crise grecque est due en fait est causée par la génération des gens de l'école polytechnique. Αυτό είναι λάθος. Je pense que pour moi c'est une erreur. Γιατί σε κάθε γενιά, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς εδώ, υπάρχουν και οι νικητές, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί ανώνυμοι και ηττημένοι. Mais j'aimerais vous dire donc que c'est totalement faux parce que chaque génération comporte ses vainqueurs et ses vaincus et que donc on ne peut pas mettre toute une génération dans le même panier. Dernière question, et puis après on va ouvrir et parler ensemble, après avoir fait le tour des livres. La rue. La rue. Vous avez dans votre livre des descriptions des rues en Athènes absolument qui créent une atmosphère qui est tellement dense que vous vous sentez, en tant que lecteur, vous êtes quasiment drainé dans les rues. Vous parlez des ombres et des fantômes qui traînent dans ces rues-là et finalement cette histoire est aussi une histoire des deux femmes qui vivent d'abord dans une rue et qui terminent à vivre dans la rue. J'ai trouvé ça très beau comme expression. La rue est aussi derrière, effectivement, cette explosion, cette ébullition, ce besoin de descendre dans la rue. C'est quoi le rôle de votre Athènes, d'Athènes aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui. Ναι, το 12 η κατάσταση ήταν εκρηκτική. En 2012, la situation à Athènes était véritablement explosive. Υπήρχαν χιλιάδες άστεγοι καινούργοι στους δρόμους. Il y avait des milliers de sans-abri qui se déversaient dans les rues d'Athènes, de nouveaux sans-abri. Και πρέπει να πω ότι το περιοδικό των αστέγων, αφού διάβασα το βιβλίο, με κάλεσε και έδωσα μια συνέντευξη γιατί έθεσα Et κάποιες... j'aimerais vous dire que les gens qui vendent les journaux des sans-abri m'ont invité à parler de mon livre. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Aujourd'hui, la situation s'est un peu améliorée. Ναι, γιατί υπήρξαν, ας πούμε, οργανώσεις, ο Δήμαρχος, ένα το άλλο, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Beaucoup d'ONG se sont mobilisées, la mairie d'Athènes s'est mobilisée également pour lutter contre le phénomène des sans-abri. Είναι λίγο καλύτερα και όλοι ελπίζουμε ότι σιγά-σιγά θα πάνε καλύτερα. La situation s'est un peu améliorée et l'on espère que peu à peu la situation s'améliorera encore. Όχι, θα πάνε καλύτερα. Που είναι πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τις χώρες του Νότου και χαίρομαι που είμαι τους εδώ συγγραφείς, αλλά πολύ ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Alors c'est bien évidemment, la situation est très très difficile. Je suis très heureuse aujourd'hui de me retrouver avec des représentants de l'Europe du Sud. La situation en Europe du Sud est très difficile, mais c'est le cas particulièrement en Grèce, je trouve. Η οποία υπήρξε πράγματι ένα πειραματόζωο. Et j'aimerais vous dire que la Grèce a été véritablement considérée comme un cobaye par l'Union européenne. Vous pouvez applaudir. Calme. J'espère, effectivement, c'est un peu un exercice au début où il faut présenter les livres, mais promis, versprochen, on va discuter aussi ensemble, justement, parce que je pense qu'il y a un tas de choses, c'est ce que Ria Galana qui vient d'évoquer, qu'on peut voir ensemble et qu'on peut éventuellement commenter, en tout cas, du point de vue aussi pas seulement des écrivains, mais aussi des citoyens de l'Europe du Sud. José Carlos Llop. Bonjour. Je viens de le dire. J'essaie de m'organiser et pas pour que tout ne tombe pas à la fois. Comme je viens de le dire, vous venez de sortir Solstice dans les éditions Jacqueline Chambon. Et déjà, en commençant, en discutant, vous n'étiez pas d'accord avec moi. Non, je n'ai pas. Moi, j'ai dit nostalgie et mélancolie. Vous dites non, pas du tout. Il n'y a pas. Mais avant de parler de solstice, je voudrais dire que je pense toujours
que la France est la maison de la littérature de tout le monde. C'est l'unique pays, l'unique nation qui protège toute la littérature de tout le monde. À la librairie de la France, tu trouves toute cette littérature. Mais jamais de la vie, j'ai été avec la littérature de l'Europe du Sud, avec la littérature protégée dans une préfecture. Non? La France, c'est la maison de la littérature, mais la France aussi protégée avec la gendarmerie, avec la préfecture, la littérature de l'Europe. Et c'est une bonne chose pour moi, et je pense que c'est une bonne chose pour nous, pour tous nous. Pourquoi c'est bon? Parce que je pense que la littérature, c'est la vraie mémoire de l'Europe. Je pense que l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud, tant ça fait, les bons, c'est que c'est la mémoire de tous nous et c'est la mémoire de notre continent. Et par exemple, Balzac ou Marcel Proust, c'est plus important que tous les historiens du monde. Notre mémoire, c'est dans la littérature, non dans l'histoire. Et c'est la mémoire, et c'est la littérature que savoir lire très bien l'histoire, non l'historien. Pour ça, ces romanciers de la Grèce, son livre sont plus importants pour entendre la Grèce actuelle que non les journalistes ou que non les historiens de le futur, je pense. Non? Et les choses plus curieuses pour moi, excusez-moi, pour moi, c'est que pour parler de l'Europe, aujourd'hui, nous sommes 3 romanciers de la Méditerranée de Sud. La Méditerranée de Sud, comme vous savez, c'est l'origine de l'Europe. C'est les pensées de l'Europe, c'est la religion de l'Europe et c'est la fondation de l'Europe. Et nous sommes de Sicile, de Crète et de Majorque, 3 îles pour parler de l'Europe actuelle. Non? En Europe, que c'est un continent désolé, un continent avec beaucoup de bruit, et que sa vie n'est pas de la splendeur comme dans le temps passé, sinon c'est une vie plus triste, je pense. Non? Et peut-être que la refondation de cette Europe pendant 1 minute aujourd'hui, c'est de l'origine de l'Europe même. Non? C'est l'île de Crète, l'île de Majorque, l'île de Sicile. Non? Et nous pouvons parler dans autre chose si vous voulez. Mais au contraire, je trouve ça magnifique. Solstice, c'est l'unique livre que j'ai écrit avec conscience d'écriture, mais avec la volonté de réfléchir sur un monde sans écriture, le monde de l'enfance. Que c'est de moi, que c'est de j'ai, quand j'ai né être écrivain. Quand je suis un petit enfant, avec la proposition, avec la volonté de découvrir le monde, les paysages, les paroles, les mots, les pensées, tout ça que c'est aussi la configuration de l'Europe. Non? Tout ça que c'est l'origine de l'Europe. Comme nous pensons, comme nous comprenons les choses et comme nous montrons les choses à la reste du monde. Non? Nous pouvons parler de solstice. Non, finalement, l'un rejoint l'autre parce que
en parlant de ça, vous parlez aussi de votre livre. Oui, 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 oui. De manière très savante, vous avez fait ça de manière très subtile. Les écrivains sont très magnétiques. Nous Absolument. toujours parlons de notre Mais je livre. suis impressionné par la subtilité, comment vous avez parlé sans le dire de solstice. Parce que c'est l'histoire d'une, comme vous dites, d'une mémoire, d'une enfance, de votre Oui. enfance avec votre père qui était militaire Oui. et avec qui tous les étés, tous les mois d'août, Oui. vous êtes toujours partis au même endroit, c'est-à-dire une base militaire, mais qui pour vous n'était pas une base militaire, c'était Le paradis. le paradis. paradis. Parlez-nous de cette approche, parce que c'est un exercice presque proustien de s'approcher de son enfance et de la mémoire de son enfance. Comment, et aussi, contrairement peut-être à des photos qui nous montrent juste qu'on était, vous le dites, à partir d'un certain moment, à un certain endroit, mais comment est-ce que vous, dans votre livre, vous êtes approché de votre enfance et de cette mémoire-là? La véritable raison, je ne la connais pas. Je pense que la littérature de la mémoire, c'est très important pour moi. Et l'écrivain de la mémoire aussi sont très importants pour moi et pour ma formation et pour ma vision de la littérature. L'enfance vit toujours dans la personne, non? Et l'enfance vit toujours, surtout dans l'écrivain. Je pense qu'un écrivain est écrivain pour son enfance. C'est un mystère, c'est une chose non dévoilée, non? Mais pour son enfance. Solstice, c'est un livre symbolique en cette question. Pourquoi parler de l'enfance de mon enfance, mais comme métaphore de l'enfance du monde aussi, non? Quand j'ai dit un monde sans écriture, sans littérature, c'est l'enfance du monde, un monde d'images. Quand le monde d'Altamira ou le monde de Lascaux, non? Et les peintures de Lascaux ou d'Altamira, c'est ce monde. Et la découverte de que ce monde est le monde de la Grèce, aussi, avec les paysages méditerranéens, et c'est le monde de la Bible, non? C'est la Bible, la parole. La Bible de l'Odyssée et de tout ça. Le monde des mythes, non? Et comme un enfant crée, avoir le pouvoir de création de ces mythes, qui sont les mythes communs à tous nous, mais que nous ressuscitons avec notre vie chaque fois qu'un homme naît, non? Naît et se développe. Non? J'ai le droit de lire un tout petit peu, même avec. J'ai le droit de lire un tout petit peu, même avec un accent allemand. Je vais lire. Pardonnez-moi. Ah, oui. Et tous les romans, si vous voulez. Non. Je crains notre public. Malgré la présence des gendarmes, non, on va vous faire rester ici. J'ai dit pourquoi c'est un bref roman. C'est très long. Tous les étés étaient le même été. Toutes les mers étaient la même mer. Notre vie était identique chaque mois d'août. Et c'était justement cela qu'on recherchait dans ma famille et dans tant d'autres familles à l'époque. Ou du moins, ce que recherchait mon père. Grâce à lui, j'ai découvert l'unité du temps, ou plutôt j'ai ébauché ma première conception de cette unité. En été, il n'y avait pas de passé ni de futur, seulement le présent, et ce présent se projetait sur le reste de la vie comme un royaume ancien se projette sur les civilisations qui lui succèdent. Je pense que c'est pareil ici. Merci pour votre lecture. Parlez-nous de ces étés de votre enfance, de ce paradis avec votre père qui est un militaire, qui est l'homme qui est vraiment très ordonné, une sorte d'austérité, et à côté votre mère. Mais parlez-nous de
parce qu'au début de ce livre, vous parlez du moment où la voiture militaire vient vous chercher, Oui. et il y a une sorte de transition vers le paradis. Parlez-nous de cette transition vers ce paradis, ces étés qui n'ont jamais changé et où vous ne savez pas aussi quand c'était le dernier été, on a l'impression que tous, comme vous le dites, de manière très très poétique, que tous les étés étaient les mêmes et la mer était toujours la même. Et actuellement, dans ma vie, intento. J'ai essayé, oui, de que l'été est très similaire à l'été de mon enfance. Chaque été de ma vie est très similaire avec les paysages et avec les formes de vie. Non? Mais ce livre, ou l'été que vous parlez, c'est une autre métaphore, c'est les voyages initiatiques. Les voyages initiatiques, pourquoi c'est les voyages de la civilisation, la ville et les collèges, l'école, à les déserts de Saint-Perse, les Saint-Perse, comme dans la Bible. C'est un paysage très aride, très dur, très africains et grecs, les plus durs de les grecs, et nord-africains aussi. Et c'est l'origine de la conscience de l'esprit méditerranéen aussi, non? Que la Méditerranée, c'est un lieu commun à tous nous, et c'est un lieu véritablement très important pour l'histoire de toutes. Et je me souviens d'un petit morceau, d'un fragment de Joseph Conrad, que j'ai écrit dans le livre, je répète dans le livre, que c'est que la Méditerranée, c'est la mer de toutes les batailles et tous les sangs du monde civilisé. Mais que aussi c'est la mer où tous ces sangs et toutes ces batailles n'existaient pas après. Comme si l'oubli, c'est comme si l'oubli fait la possibilité de cette renaissance que j'ai parlé avant, que je ne sais si c'est la renaissance après de le sud de l'Europe ou c'est la renaissance de toute l'Europe. Je pense que l'Europe, c'est un continent très fatigué, très fatigué. Je pense qu'après la crise économique, c'est un continent capricieux, triste, qui s'élevait, excusez-moi, les conforts perdus et assustado. Comment se dit assustado? Et la peur. Et la peur, c'est mortel. La peur, c'est les pires choses pour vivre, non? Et je crois que dans l'esprit qu'il y a dans ces romans, dans Solstice, il y a une petite possibilité de croire autrefois à une autre possibilité. Non? Les points de vue de la bonheur, les points de vue de la félicité. C'est plus important, possiblement, la critique. Mais la bonheur et la félicité sont très importantes aussi pour recommencer, pour croire à la vie à notre foi. Question pour la... Peut-être par rapport à ça, une petite situation et après une petite dernière question avant de... Parce que David, he feels lonely, I think. Non? Si vous voulez changer les liens... Non. Il y a une très belle citation où vous dites « On ne vainc le mal que si on ne le prend pas au sérieux, c'est-à-dire par le rire. » Ça, c'est... Oui, je pense que seul avec le rire, je ne sais pas. Mais que le rire, c'est très important, je pense que oui. Pour exemple, dans l'Espagne de ma jeunesse,
Dans l'Espagne de ma jeunesse, nous voulons arriver à la démocratie ou porter la démocratie dans le pays. La génération antérieure à ma génération, c'est une génération très sérieuse dans la lutte révolutionnaire, très sérieuse, et c'est très important dans ces sérieuxtés. Ma génération, que c'est la génération après les mai de 68, non? C'est une génération qui apporte trois choses que je pense que sont très importantes aussi pour arriver à un mode de vie avec plus félicité, que sont le monde de la musique, le monde de la rire et le monde de sex and drugs and rock and roll, you know? Et je pense que la félicité de l'arrivée de la démocratie à l'Espagne, les premiers temps, non aujourd'hui, malheureusement, mais les premiers temps, avait beaucoup de ces choses, avait beaucoup de ces félicités de la découverte, les bonnes parts du monde, les bonnes parts de la vie, les bonnes parts de la société. Peut-être un peu naïf, je ne sais pas, mais c'est très bon, les années 70 et les années 80 dans l'Espagne, c'est très, très, très bon. Et les rires, c'est important. Pour toutes, non? Pour toute crise, pour la crise conjugale et pour la crise du monde. C'est très important, le rire. Non, on parle enfin des sujets sérieux. Dernière question, par rapport à la forme, c'est 18 petits récits qui Oui. sont comme des instantanés, comme un Polaroid de cette enfance. Vous me dites, vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis... Mais je me suis posé la question si c'était ça la manière, comment on peut approcher cette enfance où il n'y a pas d'écriture, où il n'y a juste... Si, comme image. Oui. Comme image. Et Parce que vous écrivez cette enfance. Oui. C'est comme image et il y a une autre chose aussi, que c'est l'écriture fragmentaire. Que les Français sont maîtres de l'écriture fragmentaire. Absolument, il faut les féliciter pour ça. Non, c'est la réalité. La mémoire, c'est un autre écrivain qui vit dans toi. Et la mémoire, c'est très capricieux. La mémoire choisit cette chose, ces fragments de ta vie, cet autre fragment, ces visions, cette image et non une autre image ou une autre vision. Et quand tu écris de le point de vue de la mémoire, tu écris comme Polaroid, comme fragments, comme je dis avant, Lascaux, la grotte de Lascaux, avec la lumière, avec l'obscurité, avec cet animal, les cerfs, les chevals, ou les images d'Altamira aussi dans l'Espagne. Non? Et rien ne va plus, non? Je vous demande mes excuses pour mon français, que c'est un français... Non, on peut l'applaudir pour ça. Et pas que pour ça. C'est terrible. Merci. En tout cas, une chose est sûre, en préparant cette rencontre, j'ai pris pour les 3 romans, pour des raisons totalement différentes, énormément de plaisir, et ce qui n'est pas toujours le cas, mais là pour le coup, et là aussi Solstice, un livre qui m'a, pour plein de raisons que vous allez, j'espère, découvrir, m'a beaucoup touché. David. Mais cette différence, c'est l'Europe du Sud aussi, non? Oui, c'est ça. Et c'est toute l'Europe. Pour un Allemand, ça fait du bien de s'éloigner un peu de soi-même. De nada. Davide, tutto posto? Sì, ciao a tutti, ciao. Ciao. It's absolutely wrong position. Je ne parle pas français, désolé. Mi dispiace, non parlo il francese, mi scuso. L'avevo detto. Excusez-moi. Enfin, excusez l'interprète. Sabrine. La traductrice. Excusez-moi, je ne parle pas le français, je m'en excuse.
Shall we try to talk 2 minutes about your book and then on va essayer de parler 2 minutes de ton livre et puis après on verra où ça nous mène. Sì. Ho un grande problema adesso. J'ai un grand problème. Devo tenere il microfono con una mano. Je suis obligée de tenir le micro à la main Perché, almeno noi in Sicilia parliamo col corpo. parce que nous, en Sicile, on parle avec le corps. On fait des gestes. Ricordo che questo è importante perché Et ça, c'est très important. la parola fallisce e cade. Parce que la parole peut tomber et se briser. Quando avevo 13 anni scoprì la cosa che più mi faceva terrore nella vita. À 13 ans, j'ai découvert une chose qui, pour moi, était terrorisante. Le ragazzine. C'est-à-dire les petites filles. Ero fermo sui piedi e non riuscivo a muovermi e avevo questa ragazzina di fronte a me che mi aveva chiesto: mi vuoi baciare? Je me suis retrouvée devant une petite fille immobile devant elle, figée, et elle me dit « Est-ce que tu veux m'embrasser ?» E io volevo dire oui, Vous avez ma compris. il mio corpo era... Kiss me you! Non riuscivo, baciami tu! Mais j'étais figée, je n'y arrivais pas. E quindi grazie per avermi dato il microfono in una mano Donc je vous remercie du micro, ça ne m'aide pas. e avermi fatto tornare a 13 anni, Je me sens à nouveau comme le petit garçon que j'étais à 13 ans, terrorizzato di fronte alle ragazzine. c'est-à-dire terrorisé devant toutes ces jeunes Mais filles. non, David, on est là ensemble. Che dire? No, non ti preoccupare, siamo tutti insieme. Questo no per dire che tutto è scrittura. Tout est écriture, c'est ça que je veux vous dire. Uno sguardo, Un regard, un fischio. un sifflement. Quando io ero piccolo, io ho trascorso tutta l'infanzia a giocare in mezzo alla strada. Moi, pendant toute mon enfance, je jouais dans la rue. A un certo punto mia madre si affacciava al balcone À un moment donné, ma mère arrivait sur le balcon e faceva. et elle sifflait. Io ero a 6 chilometri di distanza, Moi, à 6 kilomètres de là, ma lo sentivo. j'entendais ce sifflement, cet appel. E significava: Parce que ça voulait dire Amoni, torna che la cena è pronta. à manger, le repas est prêt. Reviens, le repas est prêt. Allora ho capito che, per esempio, la più grande frase d'amore che si può dire a una persona Et j'ai donc compris que la plus grande déclaration d'amour qu'on puisse faire à quelqu'un, è: hai mangiato? est-ce que tu as mangé? Le parole quindi significano più di se stesse, Les paroles signifient donc bien plus qu'elles ne disent, perché possono diventare simboli. parce qu'elles deviennent symboles. C'è un momento importantissimo nella storia dell'umanità, Dans l'histoire de l'humanité, il y a un moment crucial quando un ragazzino di 13 anni quand un petit garçon de 13 ans, che non riusciva a baciare le qui ragazze n'arrive pas à embrasser les filles, disse: a dit io sono la barca in mezzo al mare in tempesta. « Moi, je suis un bateau au milieu d'une tempête. Musiche dei Pink Floyd. » Et Pink Floyd, et on envoie la musique de Pink Floyd. Il simbolo. Voilà le symbole. E questo permette in qualche modo di raccontare una storia Et cela nous permet de raconter une histoire. e utilizzare la scrittura come uno specchio. On utilise l'écriture comme un miroir. Per me è uno specchio per guardare dentro il pozzo del mio cuore. Pour moi, c'est un miroir qui m'aide à voir à l'intérieur de mon cœur. Ma mi interessa che quando io leggo un libro, mi interessa trovare qualcosa nel libro che parla di me, Quand je lis un livre, je cherche aussi à trouver des informations qui me parlent de moi. che sia una sorta di specchio per raccontarmi chi sono io e cos'è il mondo che sto attraversando. Le livre devient une sorte de miroir qui me montre ce que je suis et ce qu'est le monde dans lequel je vis. E io non credo che le parole riescano a fare questo. Et je ne pense pas qu'on puisse faire cela avec de simples paroles. Les paroles n'y suffisent pas. Non credo che ci riesca la letteratura. Et je pense que la littérature n'y arrivera pas. Ci riesce il simbolo C'est le symbole qui peut créer cela, qui peut faire cela. e il bacio. Et le baiser. Ecco, Voilà. David,
De manière, là aussi, comme Monsieur Yop, tu as parlé de manière très indirecte de ton livre. Parce que cette atmosphère que vous venez de voir et ces paroles-là, c'est exactement cette histoire qui est racontée. C'est une histoire de 3 générations autour d'un jeune enfant qui débute un livre à 9 ans, David Dou, et qui, son père est mort et il vit dans cette famille à Palerme avec son grand-père, sa grand-mère, sa mère et son oncle. Et comme son père qui est décédé, lui, c'est un boxeur d'un talent absolument inouï. Et ce livre, ou cette grande qualité de ce livre, c'est de rendre compte justement non seulement d'un récit très poétique de cette jeune Davido et ses amitiés, ses liens familiaux, et notamment, je pense, et les critiques allemands ont dit qu'il n'y avait aucun livre depuis Hemingway à parler aussi beau de la boxe. C'est notamment cette atmosphère-là qui dépasse l'écriture et qui crée une atmosphère où le symbole comme l'amitié, la famille, l'amour, Nina, c'est la fille adulée par Davido, deviennent un rôle, ou jouent un rôle absolument primordial, et que vous trouvez cela dans ce livre. Pour vous donner une petite idée, là aussi, je me permets de lire un tout petit peu, et après on parle de boxe. Ok ? C'est le tout début. L'homme à la casquette lui demande « Tu sais sauter à la corde ?» « Ma tête, ça tourne. » « C'est pas la question qu'on t'a posée, » réplique l'autre, Angélique, en soufflant la fumée du coin de la lèvre. Il a le regard du chasseur qui s'apprête à tirer. « Je sais pas sauter à la corde. »« Apprends. » Le môme enlève les gants, descend du ring, prend une corde, essaie de sauter sans y arriver. « Alors ?» demande l'homme qui fume au type à la casquette. « Tu l'as vu comme moi. Il a doublé le cou. Et les pieds, il les a. Ouais. Il est mûr. C'est bien le fils de son père. À demain, Franco. » L'homme à la cigarette prend la corde à sauter des mains du môme qu'il a vu échouer dans toutes ses tentatives. Ça aussi, tu apprendras avec le temps. Allez, on rentre. Et attention, ta mère, tu peux lui raconter tout ce qui t'arrive, tout, sauf que je t'ai amené ici. Jure-le. Le môme jure. Mais à ton grand-père, tu peux tout dire. Je peux, tu dois. Ils sortent au moment où l'homme nommé Franco ôtant sa casquette hurle au boxeur nommé Carlo de feinter à gauche, puis de croiser un uppercut droit, encore et encore. Putain de misère, encore. Dehors, dans l'air immobile de chaleur, résonnent les sirènes de la police. Des groupes de gens plantés à l'ombre désignent un endroit. L'un raconte ce qu'il a entendu dire, l'autre pose des questions, un autre hasarde une réponse, et quand tous font un signe de croix, il prononce le mot mafia. L'homme qui fume marche, les mains dans les poches, sans regarder rien ni personne, sans se retourner. Il s'appelle Umbertino, c'est mon oncle. Le môme de 9 ans, c'est moi. Et je pense, et j'espère comme moi, c'est le tout début du livre, ça montre cette atmosphère et aussi ces différentes thématiques qu'on vient d'évoquer. Mais David, au début, tu voulais écrire un livre de boxe, de la Sicile, de 3 générations. C'était quoi l'idée au début? Et on pourrait dire l'amour, les amitiés, c'est... Ok. Cercherò di essere onesto al massimo. J'essaierai d'être honnête au possible. Volevo scrivere un libro sul senso di colpa, sul fatto che si cade a terra rovinosamente e su come si prova a rialzarsi. Je voulais écrire un livre sur la culpabilité, sur le fait que parfois on s'écrase à terre, on tombe, et je voulais décrire les façons qu'on invente pour se relever à nouveau. C'è la box, perché ho cercato un elemento in comune tra me e chiunque potesse leggere il libro. J'ai choisi la boxe parce que je cherchais un lien entre moi-même et mes lecteurs, quelque chose qui pourrait nous réunir. L'elemento è il corpo, C'est-à-dire le corps. perché
Quando ci tagliamo, sappiamo che fa male. Quand nous nous coupons, quand nous avons une blessure, nous savons que ça fait mal, c'est évident. Quando viviamo un'emozione e i brividi ci corrono sulla schiena come cavalli, Quand nous vivons des émotions et que les poils se dressent sur nos bras, quindi abbiamo un vocabolario comune. donc nous partageons un même vocabulaire. E poi c'è la storia della mia Palermo, Et ensuite, je raconte mon histoire à Palerme, dans ma ville. che è una città che ha vissuto una guerra, la guerra di mafia. Une ville qui a vécu la guerre à travers la mafia. C'erano 3 morti ammazzati al giorno. Il y avait 3 morts par jour. Io ricordo nel 1983 un telegiornale che ebbe un inizio straordinario. Je me rappelle, en 83, au cours du journal télévisé, les choses ont débuté d'une manière extraordinaire. Il giornalista disse: buongiorno, oggi una bellissima notizia. Bonjour, aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle. Non hanno ammazzato nessuno. Personne n'est mort. Ed era la mia città, era la mia Voilà ma normalità. ville, voilà ma normalité. Si aveva tanta violenza e tanta ferocia, Il y avait tant de violence, tant de férocité, e come contrasto tanta passione e tanto amore. et face à cela, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Gli estremi. C'était 2 extrêmes. Il pugilato sembra uno sport violento, La boxe semble être un sport violent en apparence, non lo è. mais ce n'est pas le cas. Innanzitutto si combatte contro qualcuno che pesa esattamente quanto pesi tu. Parce qu'on se retrouve face à un adversaire qui fait le même poids que vous. È come combattere allo specchio. Donc vous vous retrouvez face à un miroir pratiquement. 70 kg contro 70 kg. 70 kilos contre 70 kilos. Il corpo deve essere controllato. Il faut contrôler le corps. Per salire sul ring ci sono i sacrifici dell'allenamento quotidiano Avant de monter sur le ring, il faut s'entraîner, il faut faire des sacrifices au quotidien. e nel momento di massimo splendore la furia diventa danza. Et dans vos moments de gloire, la furie se transforme en une danse. È l'operazione che si fa quando si scrive. C'est aussi ce qui se passe quand on écrit. Si tenta di dare un ordine e una disciplina all'intuizione, all'emotività, alle emozioni. On travaille avec son intuition, ses émotions, et on essaye de leur donner un ordre, une discipline, un cadre. E io mi appoggio a ciò che conosco, Et moi, je m'appuie sur ce que je connais, la storia della mia famiglia. c'est-à-dire l'histoire de ma famille. Mio zio, mio nonno, mia mamma. Mon oncle, mon père, ma mère, mon grand-père. Perché questo permette quando si fa un viaggio, Quand on voyage, non è mai l'occhio che decide dove fermarsi, ce n'est jamais notre œil qui décide où et quand on va s'arrêter. è il piede. C'est le pied. Perché l'epica, la leggenda, appartiene alla radice dell'albero, alla polvere. Parce que la légende, elle se trouve à la racine de l'arbre, dans la poussière. E perché il germoglio, il fiore, è più bello visto coricato a terra con il cielo come sfondo. Et la fleur est plus belle quand on l'observe allongée par terre sur un fond de ciel. Per questo il libro alterna lirismo e violenza, C'est pourquoi dans ce livre, il y a une alternance entre violence et lyrisme. perché la mia vita è stata profumata dall'odore del piscio e da quello della rosa. Parce que ma vie a été marquée à la fois par l'odeur de l'urine et celui de la rose. Basta. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est ça. Peut-être pour terminer, et là j'avoue que pour la modération c'est un peu la honte parce qu'on n'a pas encore réussi à poser une question pour tout le monde en commune. Je m'excuse, je suis vraiment navré pour cet oubli-là, c'est inexcusable. Mais peut-être pour une dernière citation pour la boxe et cette amitié avec un autre jeune, Geruso, ici dans le livre, et puis on parlera un peu de manière générale avant évidemment de vous laisser la parole. Les gants étaient tombés par terre sur le carrelage dans le vestiaire. Je ne les avais pas ramassés. La fatigue qui suit le match m'était tombée dessus d'un coup. Tu peux me les ramasser? Davido a Geruso, seulement si tu me réponds.
Arrête avec tes histoires d'anges, ça n'existe pas. Si tu me réponds pas, je te les ramasse pas. Geruso, tu me fais du chantage? Oui. Alors, c'est qui est plus fort entre les hommes et les anges? Les hommes, un être humain, ça peut se briser, un ange, non. Alors, c'est l'ange qui est plus fort, non? Est fort celui qui peut se briser, mais ne se brise pas. Et avec cela, je vous recommande fortement, comme les 2 autres livres, Sur cette terre, comme au ciel, de David Enya. Merci, grazie. Vive la France! C'est affreux, le temps court et peut-être en... Est-ce que vous voulez, Monsieur Job, Madame Galanaki, est-ce qu'il y a des choses qui se sont accumulées en vous que vous voulez dire tout de suite? Πολύ λίγα πράγματα. Oui, peu de choses. Είπατε αν μπορεί να ξαναφτιαχτεί η Ευρώπη. Vous avez parlé de la renaissance possible de l'Europe. Είμαι περήφανη που η χώρα μου έχει θέσει πολύ νωρίς αυτό το ερώτημα. Mais je suis très fier du fait que mon pays s'est posé depuis très longtemps cette question. Και αυτές τις μέρες γίνεται μια συνάντηση πρωθυπουργών του Νότου στην Αθήνα. Έγινε χθες. Et hier a eu lieu une réunion des pays d'Europe du Sud à Athènes. Να πω ότι θέλω να ξαναβρει η Ευρώπη τις χαμένες της αρχές, αλλά Moi, j'aimerais vous dire que je souhaite que l'Europe retrouve ces valeurs qu'elle a perdues. πιστεύω στην Ευρώπη των αρχών. Je pense à cette Europe des valeurs. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει αλλάξει η διεθνή συγκυρία με την παγκοσμιοποίηση. Mais je pense que c'est très difficile parce que la mondialisation a changé la donne. Ακόμα ότι υπάρχει το πρόβλημα των μεταναστών, των προσφύγων, αυτών των σύγχρονων Εβραίων για την Ευρώπη. Il y a aussi le problème des réfugiés qui, pour moi, ce sont le problème juif dans les années 40, dans l'Europe actuelle. Και ακόμα υπάρχει το πρόβλημα της τρομοκρατίας, δηλαδή ενός τελείως διαφορετικού πολέμου. Et puis il y a également le problème du terrorisme, et c'est le problème des guerres non conventionnelles. Όλα αυτά δυσκολεύουν την Ευρώπη να ξαναβρει τις αξίες της, αλλά πρέπει να προσπαθήσει όσο πιο πολύ μπορεί. Cela complique bien évidemment la tâche de cette renaissance de l'Europe, mais il faut que nous mettions tout en œuvre pour que l'Europe retrouve ses valeurs perdues. Mais évidemment, tout de suite. Il y a un poète anglais, américain mais anglais, que vous connaîtrez parfaitement, que c'est T.S. Eliot. T.S. Eliot. Non? Et Eliot écrit, il y a beaucoup de temps, que la personne et l'histoire sont choses parallèles. Que la personne dans son corps, avec son corps, vivent la même chose que l'histoire que vivent à son temps. C'est ça, en période de la décadence, non? Avec une forte crise la mitad, à le centre de la vie, non? Nous, à l'Europe, nous parlons avant de l'origine de l'Europe dans la Méditerranée. Après, avec les Jérusalem et Athènes, non? C'est les pères et la mère. Et après, il y a une autre refondation qui vient d'ici, refondation de l'Europe, que c'est le Moyen-Âge avec l'Europe de les cathédrales et de les marchés, l'Europe de les cathédrales et de les marchés, l'Europe de la ville. Non? Et après, il y a une autre renaissance, que c'est la renaissance stricto sensu. Non? Et après, un autre que c'est le 18e siècle, surtout à la France et son expansion à le reste d'Europe, et la Révolution française.
C'est 4 renaissances de l'Europe avec une crise avant, avec une grande crise avant. Mais je pense, c'est ma modeste opinion, que la crise totale, c'est le XXe siècle. La crise plus forte après le 18e et la Révolution française, c'est le XXe siècle. Les 2 guerres du XXe siècle, après les conforts après la post-guerre, mais que nous vivons en continuation aujourd'hui des choses non résolues de le XXe siècle, je pense. Si je parle avec cycles historiques, les situations de la guerre de religion aujourd'hui, par exemple, c'est une chose prévue dans le XXe siècle, non? Et c'est fruit aussi dans la colonisation et c'est fruit aussi de la position rigide dans notre culture, devant de notre culture. Non? Mais tout ça, c'est le 19 et le 20e siècle. Quand je parle d'une autre renaissance de l'Europe, je pense de l'origine, aujourd'hui, ici, de l'origine. Et quand je parle de le bonheur, je parle de l'origine aussi. Non? La paix, c'est aujourd'hui le commun dénominateur de l'Europe. Et avec la paix, il n'y a pas de bonheur, et il n'y a pas d'Europe, et il n'y a pas de rien de rien. Non? Je regarde l'heure et je vous regarde vous. Fragen, comme on dit en bon allemand. Est-ce que vous avez des questions? Rea Galanaki, José Carlos Siop, Davide Enia. Io voglio dire una cosa sull'Europa. Moi, je veux m'exprimer sur l'Europe, j'ai une chose à dire. Perché vengo dal posto più a sud d'Europa, Moi, je viens de l'endroit le plus au sud, Sicilia, Lampedusa. la Sicile, Lampedusa. E sono proprio nella linea della frontiera Je assoluta. suis vraiment à la dernière frontière de l'Europe. Io sono molto d'accordo con quanto è stato Et je detto suis adesso. tout à fait d'accord avec ce qui a été dit ici. La mia terra, la Sicilia, è molto particolare. Prima c'erano i Fenici, Mon île est un lieu très particulier. D'abord, nous avons reçu les Phéniciens, poi i Greci, les Grecs, i Romani, les Romains, gli Spagnoli, les i Espagnols, Francesi, les i Français, Vichinghi, i Normanni. les Vikings, les Normands. Tutti venivano. Tout le monde venait chez nous. Infatti, come parlavamo? Et comment est-ce qu'on se parlait, mais Senza avec parole, des gestes, sans paroles, sans coi mots, gesti. en gesticulant. Perché la mia città si chiama Palermo, Pourquoi ma ville s'appelle Palerme? il nome greco Pan Ormus, Pan Ormus, Tutto porto. du grec, un port ouvert, grande porto. un grand port. Pan Ormus, grand port. E ha fatto sempre dell'accoglienza uno dei suoi punti di forza. Et l'accueil a toujours été un point fort. Pour nous. La prima grande idea d'Europa che noi abbiamo è quella dell'impero romano. Notre première grande idée de l'Europe, c'est bien sûr l'Empire romain. E finché le frontiere erano aperte, Et tant que les frontières ont été ouvertes, l'impero era in piedi. l'Empire a tenu debout. Chiudono le frontiere Dès qu'on a fermé les frontières, e l'impero crolla dopo 60 anni. ce fut l'effondrement 60 ans après. En 60 ans à peine. Quello che sto imparando io, sto lavorando sul tema di Lampedusa, Moi, je travaille sur la thématique de Lampedusa. è che noi europei abbiamo un atteggiamento sbagliato. Et ça me permet aussi de comprendre que nous, Européens, avons une attitude erronée. Vogliamo dare subito una soluzione Nous cherchons des solutions immédiates. a un problema che è completamente nuovo. Et nous nous trouverons face à des problèmes qui sont complètement nouveaux. Quando quando la prima azione che andrebbe compiuta Quand la première action qu'on pourrait accomplir, è ascoltare. c'est tout simplement d'écouter. Ascoltare che sta succedendo Écouter ce qui se passe in Africa, in en Medio Afrique, au Oriente, Moyen-Orient. perché c'è
tutto il mondo che si sta muovendo Parce que le monde entier bouge, change. e la storia non la fermi alzando un muro, Et on ne peut pas arrêter l'histoire en élevant des murs. perché la storia se ne fotte dei muri e li abbatte. Parce que l'histoire se joue des murs, elle les abat. Chiudo dicendo questo. Et je veux conclure, Il punto più a sud d'Europa, Lampedusa, le lieu le plus au sud de l'Europe, Lampedusa, non è Europa. n'est pas l'Europe. Appartiene alla placca tettonica africana. Il est sur la plaque tectonique africaine. Tra Lampedusa e l'Africa, quindi a sud, Entre Lampedusa et l'Afrique au il sud, mare è profondo 30-50 metri, la mer est d'une profondeur de 30-35 mètres. pochissimo. Donc c'est très peu. Tra Lampedusa e l'Europa, Entre Lampedusa et l'Europe, 1 chilometro, 1 la chilometro e profondeur mezzo. est d'1 kilomètre et demi. E l'Africa avanza, Et l'Afrique avance, la plaque perché tectonique avance. i continenti stanno tornando a Parce que unirsi. les continents bougent et se rapprochent à nouveau. Adesso è il movimento che ha formato le Alpi, il Caucaso. C'est le mouvement qui a formé les Alpes, le Caucase. Questo per dire che noi possiamo alzare tutti i muri che vogliamo, Et je vous dis cela pour vous expliquer qu'on peut élever, ériger tous les murs qu'on veut. ma la storia se ne fotte, perché tutto questo sta per venire in Europa. Mais l'histoire n'en a cure parce que tous ces mouvements se dirigent maintenant vers l'Europe. Quindi bisognerebbe pensare altre soluzioni, Il faut donc réfléchir à d'autres solutions a qualcosa che sta già accadendo dentro la Terra. afin de résoudre un problème qui se déroule au sein même de à l'intérieur même de notre planète. Merci. Merci. Vous avez toujours la possibilité de poser des questions. En même temps, c'est difficile parce qu'après une telle allocution, en fait, il n'y a plus beaucoup de choses à dire après parce que David a tellement bien résumé l'esprit de cette rencontre qu'on a voulu présenter. José Carlos. Oui. Ah, Oui, moi je voulais dire qu'avec plaisir, j'ai écouté toutes ces personnes du Sud qui osent parler du corps, des émotions et tout ça. Je crois qu'on a énormément besoin de tout ça, arrêter d'être rationnel certes, mais de faire parler déjà nos corps et nos émotions, notre sensibilité. C'est ce à quoi j'ai été sensible. Moi qui suis hispanisante, j'ai été vraiment très sensible à ces 3 discours. Voilà, je voulais vous remercier tous les 3. Merci. Madame. Oui, je suis venue à cette table ronde par pure curiosité. Et je dois dire que c'est vraiment un moment de bonheur. Vous nous avez donné tous une leçon de vie extraordinaire. Vous succédez à Yasmina Khadra, avec qui on a passé un grand moment aussi d'humanité. Et je voudrais surtout remercier Madame, qui est grecque, dont j'ai perdu le nom et que je n'ai pas retenu, bien sûr, parce que vous nous avez fait, je crois qu'à travers votre livre, vous nous faites sentir sûrement ce que nous, Européens, avons connu. Nous avons été témoins du drame grec à travers tous les journalistes qui nous parlaient sans arrêt du drame de la Grèce va quitter l'Europe, etc., etc., etc. Or, je crois que vous nous présentez l'aspect le plus humain de cette crise, que peut-être nous, on n'a pas bien perçu. Par contre, monsieur qui est espagnol, j'ai trouvé ça alors extrêmement réjouissant parce que, comme Yasmina Khadra, vous prônez le rêve, l'amour, les choses qui, en fin de compte, sont le plus important. Quant à monsieur, qui est sicilien, mon papa était italien, je retrouve avec bonheur le parler avec les mains, etc., etc. Et voilà. Mon papa était de l'Italie du Nord, vous êtes sicilien, et ça ne s'aimait pas beaucoup, hein, entre le Nord et le Sud.
Mon papa disait, les Siciliens, ce sont des bandits. Voilà. Mais Perché vi rubiamo il cuore. Parce que nous vous voulons le cœur. Eh bien, après tous ces beaux paroles, je suis désolé, mais la rigueur allemande va s'imposer. C'est midi et demi. J'aimerais bien terminer avec une petite citation de José Carlos Diop, et qui reflète aussi ce dont on a parlé, qui dit « En fin de compte, quand le paradis disparaît, c'est toujours la littérature, entre parenthèses du Sud, qui apparaît. » Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.